Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. C'est aujourd'hui la journée nationale de la réconciliation et de la vérité et je voulais à tout prix parler de ce sujet-là, tendre la main vers nos amis autochtones et surtout les faire parler, leur donner l'occasion de nous dire où en sont nos relations aujourd'hui. Je pense que c'est une journée importante. Je pense que comme Québécois, on doit tous être intéressés par ce qui se passe dans nos communautés autochtones, faire un petit peu aussi nos devoirs, savoir se renseigner aussi sur ces communautés, ce qu'elles vivent. Et surtout avoir beaucoup d'ouverture. Et je me permets de le faire. Je suis habillée en orange parce que c'est la couleur de cette journée. Mes invités vont sans doute nous expliquer pourquoi. Je vous présente tout de suite le Dr Stanley Volant. C'est le premier chirurgien autochtone au Québec. Il est membre du conseil d'administration d'ailleurs de Santé Québec. Bonjour, Dr Volant. Oui, Mme Maréchal. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous parler. Avec moi en studio, Mélissa Molène-Dupuis, originaire de Mingan, sur la Côte-Nord, au Québec. Merci, Mélissa, d'être là. Ben, quoi, Isabelle? Une bonne copine, réalisatrice, animatrice de radio, militante aussi pour les droits des Autochtones. On se souvient que tu as été porte-parole du Québec pour It'll No More. Oui, on a une collaboration en plus. Voilà. Et bon, tous les deux, je vous pose la question, je commence par Dr Volant. Comment vous décrivez les relations aujourd'hui entre allochtones, comme on dit, et autochtones, Dr Volant? Je pense qu'il y a des petits pas qui se font vers l'avant. Je pense que les gens, de plus en plus, parlent des Autochtones. Ils nous tendent la main, de plus en plus, mais pas assez. Et je pense que quand on dédie une journée comme celle-ci, le 30, la journée de réconciliation vérité, oui, c'est bon de se rappeler ce qui s'est passé dans les pensionnats depuis 150 ans. Tout le mal qui a été fait aux enfants qui ont été au pensionnat, qui sont restés là, qui ne sont jamais revenus dans leur communauté. Les gens qui sont venus blessés. Les gens qui sont venus blessés, qui ont blessé leurs enfants. Comme moi. Ma mère a été au pensionnat et j'en ai des traces vives encore sur le cœur, sur mon âme, qui tarde à guérir. Et il faudrait pas que cette journée ne dure qu'une journée. Il faut pas se donner juste bonne conscience puis dire OK, le 30 septembre, on coche, c'est fait, on passe à d'autres choses. Non, il faut que ce soit un travail. Il faut faire les 364 jours prochains pour travailler ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des petits pas qui se font. Pas assez, d'après moi, mais des petits pas. Puis j'applaudis ces petits pas-là, mais il en faut d'autres. Il faut marcher ensemble, il faut se connaître, il faut briser les murs qui nous séparent. Docteur Volant, vous disiez que vous aviez vous-même les séquelles donc de ces pensionnats parce que votre mère y a séjourné. Oui, ma mère est morte à 52 ans. Elle a bu toute sa vie pour noyer sa peine, ses abus qu'elle a subis. Mes grands-parents ont dit que c'était de sa faute, que c'était pas la faute des religieux, c'était la faute d'elle. Puis elle a bu, puis j'ai perdu ma mère avant d'avoir mes propres enfants. Pour moi, c'est une très grande perte. Et il a fallu que je me réconcilie avec moi-même parce que je ne connaissais pas l'histoire des pensionnats. C'était caché, c'était tabou. Personne n'en parlait. Et en 2007, quand la commission a été ouverte, les gens ont commencé à parler, les tabous ont tombé, on a les langues se sont déliées, et là on a parlé de ce qui s'est passé. Mes tantes m'ont dit, ta mère a subi ça, elle était morte en 95, donc 12 ans avant. J'en voulais à ma mère d'avoir été absente, d'avoir été alcoolique. J'avais une relation amoureuse avec ma mère, puis ça m'a permis de me réconcilier. Et la preuve de ma réconciliation personnelle, j'ai une fille de 8 ans. Elle s'appelle Kamleskous. C'est le nom de ma mère, le nom Innu de ma mère. Son nom français, c'est Clarisse, qu'elle haïssait. Elle a même changé pour Claire. On la connaissait sous le vocable de Kamleskous. Et j'ai donné ce nom-là à ma fille. En témoignage de la réconciliation que je fais avec moi-même, mais qu'on doit continuer parce que, oui, il faut se réconcilier avec soi-même. Quand on est en chicane, on se parle, on reconnaît nos torts, mais ensuite, il faut tendre la main à l'autre. Il faut marcher ce chemin-là, qui est des fois difficile, mais il faut apprendre à se connaître, puis tracer un nouveau chemin où les relations doivent être
respectueuses, d'égal à égal, et pas des relations colonisées où que quelqu'un est meilleur que l'autre et qui va dicter la marche à suivre à l'autre. Il faut que ce soit une démarche qui soit d'égal à égal, respectueuse. Et c'est ça que je vis aujourd'hui, après avoir marché 160 kilomètres en Abitibi avec mes marcheurs, qui arrivent à Picogan aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là. Je suis à Ottawa pour les funérailles du grand-père du mouchum de ma conjointe. Mais je suis avec mes marcheurs de tout cœur. Puis, de toute façon, j'étais tellement mal aux pieds que je suis avec eux aujourd'hui. Et ces marcheurs qui marchent pour... expliquez-moi un peu le but de cette marche. Le but, c'est dans le cadre de mon organisation Pouamoun-Neshkonou, le chemin des Mireilles, qui a comme objectif de donner le pouvoir aux jeunes de réaliser leur plein potentiel, leurs rêves, et aussi de promouvoir les saines habitudes de vie holistiques, émotives, spirituelles, mentales et physiques, comme la roue médicinale des Premières Nations et la réconciliation, apprendre à marcher ensemble. Et dans cette marche, de 20 marcheurs, il y avait 5 non-autochtones, 15 autochtones de 5 différentes nations. Et on marche pour se connaître, apprendre à se connaître. Il ne faut pas que la réconciliation demeure juste un terme, une terminologie, une banderole, une journée, un T-shirt. Non, il faut que ça soit une action. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse de façon réelle. Apprendre à se connaître, se tendre la main, apprendre à se parler, puis à se respecter, puis faire un long bout de chemin ensemble, 364 jours par année. Ouais. Et mes marcheurs ont marché de Kik-Sa-Kik en Abitibi, dans une communauté qui en arrache, vers Lac-Simon, où il y a eu des drames récemment. Ensuite, à Val-d'Or, où il y a beaucoup de racisme, de discrimination entre les Autochtones et non-Autochtones, comme vous le savez. Et on s'est rendu hier au site du pensionnat de Saint-Marc de Figuerie, l'ancien pensionnat Amos, où pour moi, ça a été le pensionnat le plus dur de tout le Québec. Et où les Atikamekw, les Anishinaabe, les Algonquins ont souffert. Et on se rend aujourd'hui à Picogan parce que c'est important pour nous qu'on puisse ramener l'âme de ces enfants-là qui sont restés là, qui ont disparu, ou les enfances brisées, comme celle de ma mère, les ramener chez nous, dans nos communautés, pour célébrer leur vie, leur mémoire, et que jamais, jamais dans notre pays, on recommence à faire ça. Et donner une place importante aux Premières Nations, une place égalitaire au restant des Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises. Je sais que vous avez des patients qui vous attendent, mais je ne peux pas vous laisser aller, Dr Vollant, avant de vous demander de me parler un peu de Joyce Echaquan, parce qu'on vient de 4 ans plus tard, il y avait des gens là qui se sont réunis pour célébrer sa mémoire. On se souvient que Joyce Echaquan est cette mère atikamekw de 37 ans qui a été insultée par du personnel à l'hôpital de Joliette. Elle est morte dans la foulée, et ça a donné aujourd'hui le principe de Joyce, qui est de dire: toutes les communautés autochtones doivent se sentir respectées quand elles vont dans le réseau de la santé et des services sociaux. Vous qui êtes justement sur la première ligne, est-ce que le principe de Joyce aujourd'hui est appliqué? Non, pas encore. On espère que oui. Il y a un projet de loi qui est en veille, le projet de loi 32, qui a été présenté par le gouvernement pour justement la sécurité culturelle, mais qui, pour nous, c'est pas assez parce que ça n'a pas été fait en co-construction avec les Premières Nations. C'était un projet de loi qui était on fait un peu de rubber stamping pour les Premières Nations, mais quand on écrit un projet de loi aussi important pour sécuriser nos relations avec le système de santé, il faut que ce soit fait avec les Premières Nations à prendre à bord et pas juste aller mettre une étampe, dire nous sommes d'accord les Premières Nations. Non, nous sommes capables de pouvoir réaliser ça avec les autres personnes, mais dès le début. Et la sécurité culturelle est très importante parce que la méfiance dans le système de la santé, elle est encore présente. C'est peut-être un peu mieux que depuis 2020, depuis le 28 septembre 2020. Joyce Echaquan ne sera pas morte en vain, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et j'espère qu'un jour, on arrivera là.
où tous les Premières Nations, il y a les premiers peuples qui vont consulter. Parce que je sais, les gens de Bécomo, Pessamit, on parle d'aller à Bécomo. Les gens de Sept-Îles, de Ouachita-Newton, on parle d'aller à l'hôpital de Sept-Îles. Les gens de Manawan hésitent encore d'aller à Joliette. Pourtant, il y a eu des pas, mais pas assez encore. Il faut en faire plus pour sécuriser les gens. Les gens qui ne vont pas à l'hôpital ont des retards diagnostiques, des cancers plus avancés, des diabètes plus avancés qui nécessitent plus d'amputation, plus de dialyse, plus de greffe rénale et des complications et des mortalités plus précoces parce que les gens n'y vont pas. Ou encore, quand ils y vont, ils ne font pas confiance aux médecins, aux infirmières parce qu'ils disent qu'ils nous veulent peut-être du mal. Et la pilule qu'ils nous donnent, c'est peut-être un poison pour nous tuer plus rapidement. Comme les couvertures pleines de... À l'époque, hein, les couvertures empoisonnées. La variole, exactement. Oui, monsieur, le premier ministre McDonald qui avait donné les couvertures... Stanley Volant, je vous écouterai toute la journée. Je vous avoue, ça me touche droit au cœur et je pense à vos communautés, je pense à votre famille, je pense à vous, Stanley. Merci beaucoup. Il y a Mélissa Molène-Dupuis qui est avec moi. Je ne peux pas faire autrement que de vous permettre de vous dire bonjour. Oui, Stanley? Oui, Mélissa. Hey, écoute, j'arrête pas de vous regarder marcher là, sur Facebook. Je dis, en tout cas, moi, je préfère regarder marcher. Mais ce que Stanley vient nous livrer comme témoignage, c'est puissant. Ben oui, je vais rebondir sur tellement de choses que Stanley a dit, parce que Stanley, sa mère fait partie de la génération qui n'a jamais pu avoir le droit de dire sa vérité, le droit d'avoir sa réparation, sa réconciliation. Moi, ma mère, ce matin, elle postait justement sur le fait qu'elle se rappelait la première journée quand elle est arrivée, c'est le lendemain qu'ils ont coupé ses tresses. Puis elle dit, c'est tout ce que je vais partager aujourd'hui. Mais c'est parce que c'est encore une vérité qui est blessante, qui est dure. Quand on a eu la commission Vérité-Réconciliation en 2015, moi, je faisais partie des responsables des médias sociaux. Et je me rappelle, je braillais tout seul dans mon salon, écouter des témoignages des aînés partout à travers le Canada. J'étais comme, c'est dur. Puis c'est une vérité qu'ils ont gardée en dedans d'eux pendant longtemps, quand j'étais très jeune, comme Stanley, moi, je me disais, pourquoi est-ce que la génération de mes grands-parents qui n'ont pas été au pensionnat, c'était très traditionnel, ça allait bien parler leur langue, puis là, t'arrivais dans la génération de nos parents, là, puis là, tu voyais comme une blessure, là, mais tu comprenais pas d'où ça venait, parce qu'ils nous en parlaient pas, ils nous disaient rien sur ce qui s'était passé dans les pensionnats. Pourquoi ça? Parce que c'était très honteux, parce que la religion avait un pouvoir fort sur nos communautés, mais plus fort qu'on le pense, parce que c'était en collaboration en plus avec l'État, avec la GRC. Donc, c'est quasiment omnipotent ce que l'Église pouvait faire. Et donc, l'idée même de pouvoir dénoncer un prêtre à cette époque-là, c'était... Mais oui. Les gens t'auraient pas cru. Et d'ailleurs, même, on disait que c'était une conspiration. On disait, non, il raconte des histoires. Mais quand c'est sorti à travers le pays... C'était indéniable. Et les preuves qui ressortaient et les témoignages. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où nous, la génération qui n'ont pas été au pensionnat, dans les pensionnats, peuvent aussi porter la voix de leurs parents. Mais moi, je suis allée à l'école de jour, ce qui est la suite des pensionnats. Et les mêmes genres de briques fondatrices de l'idée de faire de nous des bons Québécois, des bons Canadiens, étaient très présents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle pas ma langue. Parce qu'on me disait, tu parles tellement bien français et anglais. C'est pas important, Linou. C'est ça qu'on entendait. Fait que moi, je suis comme, OK, je l'apprends. Je vais parler anglais, je vais pouvoir travailler partout. Et aujourd'hui, j'essaie de me battre à 46 ans pour apprendre ma langue. Mon cerveau s'est rendu de la pâte à modeler séchée, tu sais. Fait que ce qui est dur, quand j'entends le témoignage de Stanley, c'est qu'elle n'a pas eu son moment de partage, de dévidage, parce qu'on a beaucoup de gens qui, après avoir fait ces témoignages-là, on a vu la guérison, on a vu la progression, la transformation, le calme aussi. Le monde pense que c'est la compensation qui est venue du gouvernement. Compensation financière, tu Compensation financière. Je dis, comment tu calcules ça? Comment tu calcules tous les enfants qui ont porté la suite de ce qui a été vécu par leurs parents? Puis j'ai tellement vu, c'est fou, là, les grands-parents qui prenaient ces chèques-là, puis ça leur brûlait les mains, ils ne voulaient pas en avoir, puis ils ont acheté plein d'affaires à leurs petits-enfants, ils ont payé des voyages, tu sais, parce que c'était pas ça pour eux qui était important. Ça venait avec... Ça fait du bien parce qu'on est quand même dans les communautés les plus pauvres à travers le Canada. Et
Mais c'est pas ça qui fait qu'on c'est pas ça. On peut pas acheter la paix, non. c'est le cas de le dire. Mais c'est vraiment tout le temps les témoignages. C'est ça. Quand j'ai pu parler, quand j'ai pu le dire devant tout le monde, pas avoir honte parce qu'on était plusieurs, puis c'était pas de notre faute, puis d'entendre ce que... la faute. La mère à Stanley, quand vous dites que votre maman s'est fait dire, même par sa famille, Stanley nous disait ça tout à l'heure, sa maman nous disait, puis merci Stanley, là, j'ai pas pu lui dire au revoir officiellement parce qu'il devait retourner voir ses patients. Oui. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, Dr Stanley Volant, premier chirurgien québécois autochtone. Mais quand il nous racontait ça, c'est fou là, que même la famille disait aux enfants... Ben oui, parce que la religion était tellement forte. Là, Mais tu sais, ça nous rejoint parce que les Québécois, on l'a vécu aussi. On l'a subi, la religion, beaucoup. Fait qu'on a toujours bien au moins ce point d'ancrage-là. Ben, c'est pour ça que le monde comprenne qu'il y a eu une problématique qui a été mise en place. Mais nous, c'était sous une loi où est-ce qu'on a été infantilisés. Nos parents ne pouvaient pas dire non. S'ils disaient non, ils se faisaient... Des fois, il y en a qui allaient en prison, il y en a qui se faisaient couper les vivres, puis c'est de ça qu'ils avaient besoin pour aller dans le bois. Fait que la blessure est là, mais la partie de la guérison, selon moi, est encore plus importante parce que en ce moment, tu sais, moi, je pense à ma mère qui a fait toutes ces étapes de guérison-là à travers sa vie, puis aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Je dis, c'est grâce à elle si moi, je peux partir plus loin dans ma guérison et m'assurer que mes enfants, à moi, ne vivent jamais les effets, justement, des pensionnats, des écoles de jour, que pour eux, être Innu, c'est pas une blessure, c'est vraiment toute la beauté de la culture, c'est de l'héritage. Ouais. Mais on nous a tellement dit en plus qu'on était des ci, des ça. Je veux dire, il faut remonter à la crise d'Oka pour voir qu'à 12 ans, moi, j'entendais qu'on était des maudits. Puis même moi, je disais, oh non, il faut pas qu'on fasse la crise. Ils vont nous haïr encore plus qu'ils nous haïssent déjà. Mais de comprendre à travers des Helen Gabriel que, hey, non, j'ai le droit d'être fière, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de dire que je suis une Innu, pas de me cacher. Ça a fait tout le changement, mais c'était tout un processus. Et aujourd'hui, je dois le dire, là, c'est après les 9 ans, justement, de la commission, 4 ans qu'on célèbre la journée nationale, c'est de voir les gens qui sont pas autochtones, qui participent, qui s'impliquent. Ça, tu trouves qu'il y a plus de gens qui, aujourd'hui, comprennent la réalité autochtone puis qui ont envie de cette communication, de cette communion. Isabelle, je te check le gilet. Oui, mais moi, tu le sais, je suis mère d'une jeune métisse. Ma fille, j'ai déjà eu un chum qui était chef du conseil de Bourne d'Akwesasne, donc un Mohawk. Donc ma fille est... Ce que tu me dis souvent qu'on ne doit pas dire métisse, mais... Je dis, Mohawk. Mais Mohawk, c'est ça. Ben, tu sais, elle peut dire aussi qu'elle est québécoise avec un père Mohawk. Oui, c'est ça. Parce que moi, mon père était québécois. Mm-hmm. Ça l'a beaucoup aidé, justement, ma capacité de m'affirmer puis de dire, écoute, j'ai le droit de dire que je suis fière d'être Innu. Voilà. J'ai pas honte d'être québécoise. J'ai juste que ma culture, mon éducation, tout s'est passé du côté Innu. Puis la blessure, ben, est venue aussi me toucher directement. Et il y a tellement de Québécois qui sont de parents, ou l'autre. Ou même qui sont des parents qui vont être adoptifs, ou même des parents qui vont être... parce qu'on est surreprésenté. Justement, à cause de cette blessure-là, on est surreprésenté dans les milieux de la DPJ, dans les prisons, partout où est-ce qu'on est juste dans la rue. 4% de la population, mais on représente le plus grand... la plus grande population qui a besoin de ces services-là. Donc, cette année, ce qu'il disait sur les services de santé... C'est terrible. C'est terrible. Puis moi, je me dis, c'est pas normal qu'on ait encore peur aujourd'hui d'aller chercher des soins, mais c'est vrai, on a peur. Puis on a peur, quand on a mal, de dire qu'on a mal parce qu'ils vont penser qu'on veut juste se droguer. Parce que... il y a encore beaucoup de stéréotypes. Ah oui. Mais, tu sais, il y a des choses qui se passent dans les dernières années qui m'ont vraiment donné de l'espoir. Premièrement, j'ai dit, moi, je ne veux plus me brûler. À chaque année... Je me brûlais à la réconciliation. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était tellement épuisant. C'était épuisant. Puis des fois, même... D'expliquer? De partager, puis de faire en sorte que les gens comprennent qu'on n'a pas inventé ça. On n'en met pas une couche plus grande. Même, on en met parfois moins parce qu'ils vont penser qu'on exagère. Ou même, des fois, c'est tellement dur que si on le partage dans les ondes aujourd'hui, ça serait... peut-être traumatisant. C'est pour ça qu'il faut qu'on avertisse puis qu'on dise, écoutez, ce que vous allez entendre, c'est très difficile. Puis j'ai entendu des choses que je pensais jamais. Puis ça vient encore dans mon esprit depuis 2015. Mais ce que j'essaie de faire, c'est la guérison. Donc, en ralentissant, en portant pas toujours toutes les missions, les entrevues. J'ai dit, ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai un collègue qui m'a demandé, « Hey, Mélissa, t'as-tu un gilet orange? J'en ai pas trouvé. » J'ai dit, « Je vais te prêter le mien. » Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai une chemise orange brûlée. Pourquoi orange? Explique. Pourquoi le chandail orange? C'est une histoire vraiment touchante. Oui, ben c'est justement une survivante des pensionnats qui s'appelle Phyllis Wipstad. Elle avait raconté son histoire pendant la commission Vérité Réconciliation.
réconciliation, elle disait que sa mère, il avait acheté une belle chemise, un beau gilet orange pour la rentrée au pensionnat. Et le gilet lui a été retiré. Elle l'a jamais revu. On lui a coupé les cheveux. Donc, pour elle, ça a été vraiment le départ des années qui allaient suivre. Donc, aujourd'hui, en mémoire de ce qui a été vécu, puis des survivants, des pensionnats qui sont encore en vie aujourd'hui, on porte un gilet orange. Puis c'est pour parler aussi des générations des enfants qui vont suivre. Parce qu'on ne veut plus jamais que ce genre de modèle-là soit repris. Mais c'est pas les seuls enjeux que nos enfants vont porter. Tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai combiné avec mes petits cœurs verts parce que je fais partie des mères au front. Et ça, c'est fantastique parce que je travaille tellement avec d'autres personnes et ils commencent à intégrer justement leur savoir de ces connaissances des pensionnats. Et aujourd'hui, j'ai vu des membres des mères au front qui portaient un petit cœur orange équarri par-dessus le petit cœur vert. Et là, j'étais comme, c'est fantastique parce que nos enfants vont se retrouver avec les mêmes enjeux liés à l'environnement. Mais j'espère que mes enfants, quand ils vont être rendus là, probablement, nos gouvernements vont prendre des meilleurs choix, mais surtout qu'ils n'auront pas en plus apporté la guérison du passé. Puis c'est vraiment quelque chose qui est difficile à voir aussi, c'est qu'il y a des alliés incroyables qui parlent de nos enjeux, qui portent des gilets oranges, qui en parlent dans les écoles. Il y a des enseignants qui disent comment je peux en parler, puis je peux partager des livres pour enfants. Oui. Livres, tu en fais des magnifiques. Oui, un livre sur le Nutriment. Allez vous chercher ça. Parle-en un petit peu, Mélissa. Ben justement, Nutriment, c'est un acte de réconciliation, mais de partage, parce que j'ai voulu partager des savoirs qui m'ont été transmis à travers la culture Innu pour se connecter à la forêt, à la nature, parce que c'est notre territoire. Je veux dire, on est tous nés de ces rivières, de cette terre-là. C'est ce qui nourrit nos enfants aussi. Mais comment on en prend soin quand on nous a pas appris le nom des plantes, comment on nous a pas appris... On nous a raconté le petit chaperon rouge, fait qu'on nous a dit il faut avoir peur de la forêt, d'un côté, puis du côté Innu, il nous disait... Surtout des loups, quand même. Oh, les loups, les ours. Mais chez les Inuits, c'était il faut que tu ailles dans le bois, c'est là que tu vas apprendre ta langue, c'est là que tu vas apprendre ta culture. Fait que dans ce livre-là, c'est des savoirs humains qui sont partagés avec les enfants. Et ce qui est vraiment difficile, des fois, par exemple, je dois te l'avouer, c'est qu'il y a encore des problématiques avec les institutions. Parce que les parents, les familles, les citoyens canadiens, québécois, là, ils veulent faire la réconciliation, ils veulent le faire du point de vue humain. Mais là, le mois de la réconciliation 2024 a commencé avec les 2 premières semaines. Il y a 6 personnes autochtones qui sont décédées à travers le Canada d'interaction avec des agents de police. Le plus jeune avait 15 ans. Fait que c'est encore dangereux pour nous d'aller... Ce mois-ci? Ce mois-ci, mois de septembre 2024. À travers le Canada, je veux dire d'est en ouest. Ouais. Et des fois, tu entends des mots comme réconciliation ou économie de la réconciliation. Fait en écoutant les témoignages des aînés, en écoutant la souffrance puis la douleur, souvent, on se fait proposer des choses au nom de la réconciliation, mais souvent, on utilise la douleur de quelqu'un pour pouvoir passer dans les territoires, dire « OK, lui, il m'a parlé de réconciliation, j'y fais confiance », mais souvent, c'est juste des mots clés pour ouvrir des portes, pour avoir des interactions avec les communautés. Fait que des fois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment un allié? C'est-tu quelqu'un qui veut me prendre de quoi? Mais je dis, quand on boit ensemble, on danse ensemble, on chante ensemble, et même quand on marche ensemble, mais là, on crée des vraies relations. On a envie de se parler. D'ailleurs, aujourd'hui, je disais, je prends pas d'entrevue, je vais juste aller marcher sur la montagne à 13h. Mais j'ai dit, Isabelle a téléphoné, j'y vais parce que c'est une alliée de longue date. C'est quelqu'un qui y croit et ça me donne envie de le faire. Mais sinon... Merci d'être là. Ah ben, ça fait plaisir, écoute. Puis des fois, tu reçois des appels à la veille, puis tu dis, il faut qu'on en parle, mais tu t'es pris trop longtemps en avance. Et cette année... Mais il faut que ça soit senti, il faut que ça soit vrai, authentique. Tu sais, il y a encore... Je t'écoute, puis il y a plein de choses qui me reviennent en tête, parce que je voyais là, qu'il y a une députée fédérale qui dit qu'il faudrait qu'on... Il y a des gens là, qui sont des négationnistes des pensionnats. On entend ça de plus en plus, des gens qui disent, c'est inventé. Mais tu sais, il y a toujours du monde qui ne croit pas à rien. Ben oui, mais c'est dur des fois. Mais qui retardent le groupe, puis qui font du bruit. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Criminaliser ceux qui disent que ça n'a pas existé. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Mélissa, tu penses? Personnellement, j'y crois pas. Parce que j'ai jamais appris quoi que ce soit en me faisant crier dessus. Je pense qu'on a vu les pensionnats, c'est justement cette histoire-là. Mais par exemple, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont blessés de la même manière que nous, parce que c'est dur de faire face à ce qui a été fait. C'est dur de voir qu'on s'occupe d'un groupe parce qu'il a été blessé. Puis des fois, il y a des gens qui veulent « Non, mais moi. » Fait que ce qui est dur, c'est dans la réconciliation. Chacun a ses blessures. Oui, chacun a ses blessures. Ouais. Puis dans la réconciliation, je dis moi, je me nourris pas de ton sentiment de culpabilité. Ouais. Moi, je me nourris de ton désir d'apprendre, de partager, d'être avec nous.
de te tromper, puis des fois de te tromper, puis que ça n'a pas l'air je l'ai su tout de suite. On veut pas des personnes qui sont prêtes et qui savent tout de suite. On veut des gens qui veulent même des fois se mettre très vulnérables face à nous. Mais des fois, il y a des luttes de pouvoir et il ne faut pas négliger non plus qu'il y a des gens pour qui la suprématie d'un groupe est très importante par rapport à d'autres groupes. Donc, eux, je ne peux pas m'en occuper, c'est leur idéologie. Ouais. Mais par exemple, mon temps est tellement pris par tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent se renseigner, qui veulent connecter. J'ai dit, c'est là que je vais mettre toute mon énergie. Puis c'est ce qui fait que cette année, je ne suis pas en burn-out le 30 septembre et que j'ai rencontré tellement d'alliés. Et même, j'ai découvert des nouveaux alliés, par exemple, cette année, parce qu'ils se sont pris d'avance, parce qu'ils m'ont approché d'une façon super respectueuse. J'ai fait, par exemple, un panel en français et en anglais avec Ratemans, avec les employés de Ratemans. Ouais. J'ai dit, qui voulaient en apprendre plus. Qui voulaient en apprendre plus sur la réconciliation. J'ai dit, mais c'est fantastique. Ben oui. Puis il y a des alliés de plusieurs, de longue haleine qui reviennent, mais qui prennent le temps de, hey, Mélissa, est-ce que as-tu du temps? Je dis, oui, j'ai du temps parce que tu te prends en avance. Mon agenda est plus grand, plutôt que souvent c'était 2 jours de l'événement, puis là, je suis comme, non, je peux pas, là, tu sais, ou bien, je vais le faire parce qu'il faut qu'on le fasse. Mais là, c'est de dire, on bâtit des liens qui sont beaucoup plus respectueux, qui sont moins dans, faites ça pour nous autres, tu sais, apprenez-nous la réconciliation. C'est là, je vois les gens prendre leurs muscles, et justement, comme mon collègue qui va prendre mon T-shirt, j'ai dit, tu vas m'aider à porter le poids de la réconciliation, le travail de la réconciliation, puis un jour, peut-être, j'aurais pas à le faire. Et puis tu parles de culpabilité, puis c'est vrai, puis moi en plus, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi, comme Française d'origine, qui a perdu ses grands-parents, entre autres, mon grand-père est mort dans un camp de concentration, donc Deuxième Guerre mondiale, j'ai été élevée avec cette, je peux le dire, cette haine de tout ce qui était allemand, et ça a pris du temps avant que je me réconcilie avec ça. Alors, je comprends tout à fait. C'est difficile de porter l'héritage, surtout quand il est plein de souffrance, qu'il y a du sang, que c'est dramatique, qu'il y a de la... C'est profondément dans nos veines, c'est inscrit dans notre ADN. Après, tu as la culpabilité de l'autre. Moi, j'ai rencontré des jeunes Allemands qui se sentaient tellement coupables puis qui s'excusaient d'affaires qu'ils n'avaient pas faites. J'ai l'impression que les Québécois d'aujourd'hui se sentent comme ça. T'sais. Genre, c'était pas nous autres. En même temps, tu te sens mal, mais en même temps, puis tu voudrais tendre la main, mais tu sais pas comment le faire. Bien, Isabelle, tu fais tellement un bon trait d'union entre les Québécois et les communautés autochtones. Il y en a 11. Déjà, les gens apprennent le nom des 11 nations. T'sais, le mot autochtone, c'est un mot panier pour parler des différents groupes, mais là, les gens commencent à dire Anishinaabe, Innu. Ils sont capables de nous distinguer, ce qui était très dur il y a 12 ans. Mais ce que tu fais comme trait d'union, je dis, moi, mon père qui était québécois, on me disait, t'es québécois, c'est métissé, parce que l'idée de la loi sur les Indiens, c'était de m'effacer du groupe. Mais ma culture, le fait que mon père n'a pas marié ma mère à l'époque où ce que la loi l'aurait, aurait blanchi ma mère, là, ma mère serait devenue une Québécoise, elle n'aurait jamais pu retourner chez elle. J'ai dit, ce trait d'union-là, ça a été leur histoire d'amour. Puis mon père qui faisait tout pour qu'on garde notre culture, qu'on garde notre langue, même si c'était difficile pour eux à l'époque de calculer, même ce que c'est la perte de la langue, il comprenait que mes enjeux étaient différents des siens. Et il m'aidait avec son propre enjeu comme personne qui était souverainiste. Tu es très convaincu. Et je te dirais qu'aujourd'hui, on le voit. Là, on voit qu'il y a une capacité de se partager nos enjeux, mais sans vouloir être l'autre. T'sais, on a vu beaucoup de gens qui déterraient leur grand-mère ou leur arrière-arrière-grand-mère pour devenir autochtone. J'ai dit, t'as pas besoin d'être un autochtone pour ressentir ce que les Autochtones ont vécu. J'ai dit, mais ce qu'on va voir, par exemple, c'est qu'on a tissé un pays tout croche. Il y a plein de trous. Tu sais, notre tissage là, des dernières 100 ans, là, c'est encore plus troué qu'avant. Mais aujourd'hui, on fait des enfants ensemble. On vit ensemble, on travaille ensemble. Fait que là, on va patcher ce qui n'a pas d'allure. Et là, on va, à partir de là, commencer à tisser un tissu social qui a de l'allure. Et ça va inclure des fois des personnes qui sont afrodescendantes et Innu, ou des personnes qui vont avoir une grand-mère vietnamienne et un grand-papa Anishinaabe. Tu sais, c'est vraiment des réalités qui sont nouvelles, qui s'en viennent. Et c'est ça, la réconciliation aussi, c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin de tomber sous la loi sur les Indiens. Mais, par exemple, il faut entendre quand les communautés autochtones disent « Nous, on est autochtones parce qu'on a tenu ce phare-là, tu sais, cette branche-là à bout de bras. » Puis aujourd'hui, on dirait que le monde voit des opportunités à travers notre identité que nous-mêmes, on ne voyait pas. Et aujourd'hui, c'est aussi de dire, tu sais, des fois, tu as des enfants ils n'ont pas connu leur père ou leur mère, mais, tu sais, ils sont Mohawks,
Puis ils ont le droit d'avoir accès à cette culture-là, mais ils se font sentir coupables comme s'ils voulaient faire de l'appropriation. Tu sais, il y a vraiment des distinctions, des conversations. Ça devient très difficile. Mais il faut avoir des conversations. Puis si on se connaît pas, si on se voit pas un dimanche autour d'une petite fondue, comment est-ce qu'on peut avoir ces conversations-là? C'est de vivre ensemble qui va être le plus difficile, puis de faire la paix avec justement la culpabilité. Et on peut aussi devenir une victime qui devient quelqu'un qui fait du tort à l'autre si on continue de juste macérer là-dedans. Et aujourd'hui, on le voit à l'international, tu sais. Fait que je dis, peut-être que le Canada, un jour, va devenir l'exemple qu'on va utiliser pour des projets de réconciliation entre les citoyens. Parce qu'on le voit, là, aujourd'hui, des gens qui ont souffert, puis là, on voit ce qui se passe en Palestine, par exemple. J'ai dit, moi, j'ai appris tout ce qui vient des génocides du peuple juif. Parce qu'il n'y avait aucun autre génocide qui était expliqué à la télévision ou dont on entendait les histoires. Et j'ai pu faire, mais... Ça ressemble à mon histoire. C'est ce qui se passait. Mais aujourd'hui, c'est pas le peuple juif au complet, là. C'est un État. Mais on ne sait pas comment gérer ça à cause, justement, de cette blessure très longue. Mais c'est une solidarité qu'on doit travailler ensemble, qu'on doit se discuter, solidarité, c'est un... Ben oui. Ouais, on n'a plus le choix. Complètement. Ben oui, si on veut être heureux. Hein? J'ai quelqu'un qui écrit qui dit « En ce moment, j'écoute la série 1923. Il y a des pensionnats autochtones avec des sœurs, des curés. C'est terrible ce qu'ils ont vécu au Canada et partout ailleurs. Je pense que ça touche beaucoup les gens, ton témoignage, celui du docteur Volant. Oui. Tu restes avec nous, Mélissa Mollin-Dupuis. Toujours plaisir. On va revenir parce qu'il y a une belle façon de faire des ponts, de tisser des liens avec nos frères et nos sœurs autochtones. C'est de profiter de leur culture musicale, de vos talents artistiques. Tu as parlé des livres pour enfants que tu fais, mais il y en a plein d'autres. J'ai demandé à Isabelle Perron, ma collègue, de nous sortir justement de ces fabuleuses musiques d'artistes que vous aimez, d'autres qu'on connaît moins. On fait ça tout de suite après ceci. Restez là!